Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. C'est la première fois qu'un antiquaire prend la parole dans Décodeur, alors je suis ravie de rencontrer Laurence Vauclair de la galerie Vauclair, dans laquelle sont présentées des pièces inédites et originales de grands artistes de la seconde moitié du 19e siècle. Bonjour Laurence. Bonjour Hortense. Est-ce que j'ai bien présenté la galerie ? C'est bien ça, 1800 quoi ? 1850, 1900 C'est seconde partie du 19e, donc à partir de 1850, un petit peu avant. Mais... Et c'est quel type d'artiste il faisait quoi ? Alors, nous sommes spécialisés dans les céramiques artistiques donc de la seconde partie du 19e et dans le mobilier en rotin. C'est-à-dire qu'on présente souvent notre galerie comme l'endroit idéal pour les pièces de l'atmosphère des jardins d'hiver du 19e. C'est pour ça que les céramiques et le rotin et le bambou sont à l'honneur chez nous, puisqu'on vraiment, ça fait partie d'un état d'esprit avec des céramiques qui ont fait la gloire des expositions universelles. Donc toutes les céramiques que nous proposons sont issues de cette période de l'ère industrielle et qui ont eu leur lettre de noblesse grâce à ces expositions universelles, puisqu'en effet, on réunissait les plus grands artistes. C'est pour ça qu'on appelle ça la céramique artistique, dite bardotine pour les Français ou majolica pour les anglo-saxons. Mais en fait, céramique artistique parce qu'il y a vraiment de l'art, de l'artistique, de la recherche. Et en fait, lors des expositions universelles, si je prends Clément Massier qui me vient comme premier mot et non à l'esprit, en 1900, Clément Massier sera honoré et décoré de médailles d'or lors de l'Expo de 1900 qui se tenait à Paris pour ses réalisations, sa découverte des irisations, du métallique en céramique. Donc c'est vraiment les expositions universelles ont permis à tout un tas de gens. Moi, je m'occupe de la céramique, mais ça a été vrai pour le bois, ça a été vrai pour la peinture, etc., etc. Donc, restons dans mon cadre, qui est celui de la céramique. Donc, Clément Massier aura une des médailles d'or pour ses bleus. Ces bleus qui sont des trompe-l'œil de marbre, des délavés, et pour donc son métal, son métallique. Et ça, ces expositions, ces réunions artistiques vont permettre aux gens, à des petits ateliers, à des grandes manufactures, de rentrer en compétition, mais en compétition positive. C'est-à-dire à se frotter les uns aux autres, à regarder ce que le voisin fait, à s'en inspirer, à ce que l'un des directeurs d'une des manufactures parte dans une autre quelque temps après, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis. On voyage à l'époque, ce carcan d'avant a été rompu et se rompt de plus en plus. Et vraiment, les expositions universelles, c'est un tournant mais extraordinaire dans le monde de l'art pour toutes les matières. Donc, nous aimons proposer ces ateliers, ces artistes. Alors, atelier artiste, vous allez me dire, mais il y a une différence. Alors, oui, artiste, ça veut dire qu'il peut y avoir, comme Thomas Victor Sergent, qui est un des suiveurs de Palissy du 19e, ils vont être 2-3 à travailler. Donc, on appelle ça
un artisan, un artiste. Les ateliers sont déjà un petit peu plus nombreux. Il peut y avoir 3, 4, 10 personnes. Et puis après, il y a les manufactures, telles que Choisy-le-Roi, telles que Sarreguemines, telles que Sèvres, à Villan à Limoges, etc., etc. Et tous ces gens qui ne sont que 2 ou 3 ou 50 ou 1000, comme Sarreguemines et Choisy-le-Roi, vont se retrouver dans ces grandes manifestations qu'on pourrait comparer aux foires de Paris d'aujourd'hui. Ils vont tous se retrouver là et ils ont tous des choses à montrer, des inventions à faire, à découvrir, à proposer et qui vont servir aux uns et aux autres. Alors, à quoi elles ressemblent ces céramiques ? Moi, je suis dans la galerie, je vois, mais comment vous les décririez aux auditeurs ? Qu'est-ce que c'est comme type de céramique ? Alors, si on a besoin de mots qui aillent tout de suite au cerveau pour une image, je parlerai de couleurs et de formes. Ces céramiques sont, pour la plupart, très colorées. Pour la plupart, avec du relief, ou petites ou plus grandes. Donc ça, on donne déjà une première indication. Ensuite, si je vous dis, alors peut-être en plus pour les Parisiens, mais quand même aujourd'hui, avec Internet... on se balade dans le monde entier, de Paris à la province, c'est quand même très facile. Si je vous dis les boutiques de Maxime, si je vous dis les boutiques, les vitrines de Maxime rue Royale, et je vous dis également les vitrines du grand fleuriste Lachaume, rue Royale aussi, avant, parce que ça a déménagé, mais avant, on peut avoir cette mémoire de ces animaux posés sur des colonnes, ces colonnes étaient surmontées de cache-pots avec des fleurs, avec des feuilles. Déjà, on voit colonnes surmontées, on voit déjà que c'est grand. Et c'est vraiment cette profusion de matière qu'on pourrait même parler et dire que c'est un peu kitsch. Ben oui, bien évidemment, c'est kitsch. Il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de couleurs. Donc, ensuite, vous avez des choses plus ternes, peut-être en couleurs. Là, on va parler donc des suiveurs de Palissy. Et alors là, pour les suiveurs de Palissy, pour expliquer aux gens, ils imaginent d'être en forêt et de prendre avec une pioche, une pelle, un morceau de terre. Et dans la forêt, vous n'avez pas que de la terre, vous avez de la mousse, vous avez des morceaux de bois, vous avez des petites feuilles, des lézards, des grenouilles, des serpents. Ça, ce sont les suiveurs de Palissy. Là, au niveau de la couleur, vous aurez des choses... Donc, vraiment la couleur forêt, du gris, du vert, du beige, un petit peu de touche jaune parce que vous aurez la salamandre qui a ses petits points jaunes. Voilà, si on a besoin d'expliquer aux gens avec la couleur et les formes, je pense que on y est arrivé. Alors, puisque vous êtes en face de moi, est-ce que ce que j'ai expliqué peut les aider à comprendre oui, très bien. ce dont on parlait. Ouais, super. Alors, c'est quoi être antiquaire en 2022 ? Comment vous travaillez ? Comment on travaille ? Alors, nous, on travaille avec une boutique et avec l'aide des réseaux, donc Instagram, un site Internet. Ça, on pose déjà comment on peut nous rencontrer. Pourquoi une boutique ? Parce qu'on aime la rencontre avec les gens. J'ai commencé par une boutique il y a très longtemps, parce qu'à l'époque, Internet n'existait pas. J'ai gardé cette boutique, enfin, nous avons avec mon mari gardé cette boutique, et puis ouvert une deuxième boutique, toujours pour ça, parce qu'on aime la rencontre avec les gens. Et pourquoi l'Internet, Instagram, les sites, etc., nous en avons besoin pour être plus visibles et visités, de par les Parisiens, de par les provinciaux, et de par les étrangers. Parce que notre clientèle est assez différente. On a des voisins de notre quartier, des gens qui ont déménagé, qui sont devenus donc provinciaux, et puis d'autres qui ont déménagé, qui sont devenus à l'étranger. Non, on a vraiment des gens qui viennent de tout horizon, et on aime à recevoir parce qu'on aime à créer des décors. Mon mari est un décorateur né, c'est lui qui organise tout, c'est lui qui met tout en place. Nous chinons à deux. Voilà. Alors nous, on travaille avec ces deux outils qui sont l'Internet et la boutique. Nous travaillons aussi beaucoup avec les recherches. Donc ça nous aide énormément à écrire et à expliquer aux gens pourquoi telle pièce a été faite ainsi, pourquoi c'est à tel prix, parce que ça aussi, il y a quand même une explication à donner.
On ne peut pas dire à quelqu'un, cette potiche, cette céramique, ce plat est à 1 000 €, alors qu'un autre va être à 50 000, à 60 000 ou à 100 €. Il y a toujours une explication. Donc, on aime expliquer, on aime parler, on aime recevoir. Peut-être que dans 10 ans, on n'aura plus envie d'être dans nos boutiques et alors on n'utilisera que le système de l'Internet, ce qui est un très très bon système. On aura juste un site et puis on continuera à être sur Instagram, mais ça nous manquerait beaucoup, je vous avoue. Mais alors ça, c'est comment vous vendez d'ailleurs, mais d'où viennent vos pièces ? Vous chinez vous-même en fait ? Comment vous les trouvez, ces pièces d'exception, inédites ? C'est un Alors travail, on a gardé le même système que quand on a commencé, donc il y a longtemps maintenant. J'aime à dire que je suis une femme de réseau et j'aime l'amitié, j'aime les rapports humains. Alors, j'aime recevoir mes clients, mais j'aime acheter, non pas simplement en salle des ventes derrière mon ordinateur, parce que ça m'arrive aussi. Moi, j'aime acheter à mes autres confrères, à des clients qui peuvent avoir envie de revendre des choses ou qui viennent de leur succession, de leur famille ou d'achats qu'ils ont fait, et puis ils ont envie de s'en séparer. Moi, je suis une femme de réseau, j'aime parler, enfin, je suis une grande bavarde. Et j'aime les gens, donc moi, quand mes confrères me vendent, souvent, c'est eux qui m'ont appelée parce qu'ils ont pensé à moi en achetant telle pièce ou telle autre pièce, ou à mon mari, parce qu'on travaille tous les deux. J'ai un goût particulier. Donc, je n'achète pas tout ce qu'on peut me proposer. Je n'achète pas tout ce qu'il y a en salle des ventes. Je n'achète pas tout ce que je vois sur Instagram. Je n'achète pas tout ce que je vois quand je vais chiner ou chez mes confrères ou dans une foire, que ce soit Chatou, Montpellier, Lille ou les salons des antiquaires qui sont nombreux en province. J'aime un œil, j'aime une histoire, puis j'aime les gens. Donc, dans ce réseau de mes confrères, j'achète aussi en salle des ventes, chez mes confrères qui sont commissaires-priseurs, qui aussi, de temps en temps, m'envoient un mail ou m'appellent en me disant « Ah, Laurence, il y a quelque chose qui pourrait vous plaire ». Et en effet, je saupoudre tout cela d'envie et d'un goût. Je ne saurais pas vendre ce que je n'aime pas. Ça, c'est, je crois, la première des choses. Les gens viennent chercher chez nous, bien sûr, l'idée du jardin d'hiver, le bambou, le rotin, la céramique, etc. etc. Mais d'abord, ils viennent chez nous aussi pour se promener. Ils viennent chez nous pour se faire plaisir, découvrir, se poser, être dans un monde où il n'y a que des choses jolies. Enfin, pour nous et pour eux, sinon, ils ne passent pas ma porte. Je crois que ce qui est important, c'est de transmettre des choses aux gens. Donc, quand moi j'achète, de différentes manières, ensuite ça passe dans une phase d'attente qui vont être pourquoi j'ai acheté ça et quel prix je vais pouvoir le vendre. Donc, j'essaye de savoir ce que c'est. Ça peut être des pièces extraordinaires sur lesquelles nous avons envie d'en apprendre un peu plus. C'est là où rentre à ce moment-là toute la partie d'études, de recherche. Donc ça, je travaille avec des étudiants, des gens qui rentrent chez nous en stage ou qui sont chez nous en tant que salariés et qui ne vont s'occuper que des recherches. Aujourd'hui, par exemple, nous allons commencer une étude complémentaire d'une pièce que nous avons achetée il y a une dizaine d'années, sur laquelle nous avions des idées précises, mais qui a une double signature. Et là, aujourd'hui, nous avons décidé de travailler maintenant sur la recherche de la double signature. C'est une pièce, je pense, qui un jour sera dans un des grands musées ou dans une grande collection française ou étrangère. Mais nous aurons apporté à l'édifice de l'art une recherche absolue et finie sur un objet qui a été fait au 19e. Mais alors, comment les pièces entrent et sortent ? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas comme une... Vous avez du stock ? Comment ça se passe, en fait ? Nous sommes un couple d'écureuils. on aime dire ça parce que nous achetons tous les jours. Ah, voilà. Mais vous ne présentez pas tout. Donc, comment vous gérez ça ? Alors, on gère avec ce qu'on appelle des entrepôts, des stocks, des maisons dans lesquelles on vit, avec des objets qui tournent. Voilà. Quand on achète quelque chose... Nous prenons l'objet en photo en dimension et nous l'archivons. Ensuite, on va décider de le vendre rapidement parce que c'est un service de table simple, joli, un cache-pot simple, joli, enfin même très extraordinaire. Et puis de temps en temps, il y a des choses qui
rentrent dans notre collection, qui est une collection d'éphémères, mais avec laquelle on a besoin de vivre, avec laquelle on a besoin de comprendre, sur laquelle on a besoin de faire des recherches parce qu'elle va nous avoir intrigués, interpellés par rapport à sa forme, par rapport à sa signature, par rapport à une double signature qui n'est pas évidente. Donc il y aura la phase des recherches. Mais de toute façon, tout ce qui rentre dans notre magasin est archivé, voilà, de cette manière-là. Ça rentre en photo dans ce qu'on va appeler donc notre Dropbox, et ensuite ça rentrera dans nos stocks. Et on verra en fonction des expos, du thème de l'expo, à ressortir cette pièce dans le cadre d'une exposition. Quand on travaille sur les expositions comme ça que nous avons faites ces dernières années ou ces derniers mois, nous avions été chercher dans nos stocks des choses qui pouvaient correspondre. Quand nous faisons une exposition sur le thème de la fleur, comme ça a été le cas là, il y a plein de choses qu'on a achetées exprès pour ça. On prépare nos expos entre 1 an et 2 ans à l'avance. Donc, il y a plein de choses qui sont inédites. Les gens, quand ils viennent chez nous, « Ah ben, ça n'a pas été vu. Ah, mais vous aviez déjà ça il y a 6 mois ou il y a 1 an. » Ben oui, comme on a beaucoup de stock, quand ça n'est pas vendu tout de suite, au moment où ça entre dans l'un des magasins, hop, ça repart au dépôt. Et puis, ça peut être vendu aussi sur le net. Ça peut être vendu parce qu'un client décorateur va chercher le thème du bleu, le thème de la mer, le thème de la fleur. Voilà, donc ça rentre ici, enfin dans ce que j'appelle la galerie, donc voilà notre société, et c'est archivé automatiquement. Alors, vous dites parfois boutique, parfois magasin, parfois galerie. Galerie, c'est quoi? C'est plutôt quand on est antiquaire? Ah non, c'est parce que si je fais le perroquet et que je vous dis boutique, 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 vos auditeurs, ils vont se dire, oh là là, elle connaît que ce mot-là. Donc magasin, boutique, c'est pareil. Et galerie? Non, et galerie, c'est différent. Non, c'est pareil. Une boutique, quand je dis aux gens, vous venez rue de Beaune, je dis, vous passez au magasin ou à la boutique ou à la galerie. Et quand on est au Puce, on peut dire au stand. Alors, moi, je dis boutique ou magasin au Puce, c'est pareil. D'abord, j'ai un endroit très grand qui est quand même très particulier, qui est agencé exactement comme la boutique du 24 rue de Beaune. On vient de redécorer intégralement notre magasin stand boutique avec une femme extraordinaire qui est une artiste peintre qui s'est lancée dans une collection de papier peint extraordinaire et qui nous a fait l'honneur d'avoir envie de travailler avec nous. Donc c'est vrai que notre boutique au Puce n'est pas un stand. Un stand, c'est pas un côté péjoratif. Un stand, c'est vrai qu'au Puce on n'a pas de porte normalement. Nous on a une porte, on a une baie vitrée, donc on fonctionne comme un magasin en ville. Il y a quelques années, nous n'avions pas de porte ni de baie vitrée. Vous allez me dire pourquoi vous en avez fait une. Ah, c'est très simple. Je commence à être une vieille dame et l'hiver, j'ai froid. Donc, au Puce, l'hiver, on y va habillé comme si on partait au ski. Et sans devenir frileuse avec l'âge, je me suis dit que c'était quand même beaucoup plus sympathique d'être assise avec mon ordinateur dans un endroit un petit peu chaleureux au sens propre et au sens figuré. Et donc, nous avons décidé de mettre cette baie vitrée. Mais c'est pas pour rendre les choses plus chics, c'est pour les rendre plus agréables pour travailler pour moi et nos assistantes et les gens avec lesquels on travaille. Et puis aussi pour nos clients, parce que je trouve que c'est sympa de pouvoir s'asseoir sans grelotter. Mais pour moi, les termes utilisés, boutique, magasin... Et pourquoi 2 lieux? Quelle différence il y a entre les deux? Ah, j'ai jamais pu partir des puces. C'est une addiction totale. Parce que racontez-nous l'histoire de la Galerie Vauclair, en condensé. Hein. J'ai commencé ce métier en faisant les foires de Montpellier. J'ai fait la première, donc ceux qui m'écoutent doivent se dire « Oh, elle doit avoir les cheveux blancs ». Même pas. Ouais, j'ai commencé ce qu'on appelle les foires marchands, donc Montpellier, puis ensuite il y a eu Béziers, Strasbourg, Lille, Lyon. Certaines ont évidemment n'ont pas perduré dans le temps. Donc j'ai commencé à vendre uniquement un marchand. Moi, ce que j'aimais, c'était la vitesse, la rapidité. On vendait, on achetait, on vendait, on achetait. On apprend beaucoup en ayant les objets en main. Et puis ensuite, je me suis installée en boutique, d'abord en banlieue parisienne, et puis après je suis arrivée aux Puces. 20 ans plus tard. 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 20
Et je n'en suis jamais repartie. J'ai décidé avec mon époux de nous installer dans le 7e, donc où on est aujourd'hui rue de Beaune. Avant, on était rue de l'Université dans un magasin un tout petit peu plus petit. Et quand on est arrivé là, mes confrères parisiens m'ont dit « Oh, de toute façon, vous allez tenir 2-3 ans. On ne peut pas tenir et les puces et Paris en même temps. » Nous, ça fait plus de 20 ans qu'on le fait. Les puces, c'est un univers à part qui a bien sûr profondément changé avec des modes, des styles, mais il y a toujours quand même de tout. Et qui sait avoir le temps d'ouvrir son œil, d'écouter les marchands et de se poser et d'arrêter de courir, vous allez trouver plein de choses à des prix tout à fait différents et très abordables. Ce n'est pas vrai que les puces, c'est un endroit très cher. Non, vous avez de tout. Et je pense que c'est l'un des meilleurs endroits pour faire de bonnes affaires, surtout de se faire plaisir. Il y a 1500 marchands aux puces. Donc vous avez énormément de gens qui travaillent de manière tout à fait différente, qui ne viennent que 2 jours par semaine et qui ont cette particularité de travail d'acheter et de devoir avoir vendu tout à la fin de la semaine. Je vais pas faire de la pub pour mes confrères, mais si vous avez le marché Vernaison, le marché Vallès, c'est des petites pépites de merveille. Moi, je fais tous mes cadeaux dans cet endroit merveilleux que sont les puces. Quand je vais chez des amis, plutôt que d'acheter un bouquet de fleurs qui, au bout de 3 jours, de toute façon, sera fané, ou une semaine, si j'ai eu la chance d'aller chez un fleuriste parisien, eh bien, c'est éphémère, les fleurs que vous allez chiner aux puces. Vous achetez une carafe, une boîte, un collier, une babiole, je ne sais pas. Et cet objet-là va rester. Encore faut-il que la personne chez qui vous soyez invité à dîner aime bien les choses d'antiquité. Sans ça, vous achetez les fleurs et ça sera très bien. Mais non, je ne peux pas quitter les puces. C'est un endroit absolument magique. Mais est-ce que vous pouvez entendre que ce soit une galerie ou aux puces, tout le monde ne soit pas à l'aise ? Et oui. Comment faire justement pour rendre ce monde-là plus accessible ? Ah oui, tout à fait. Alors nous, c'est pour ça que nous avons décidé, envers et contre tout, c'est pas toujours facile d'organiser, c'est pas toujours facile au niveau du coût, mais c'est pour ça que nous tenons, mon mari et moi, à faire toujours les soirées, ce que je vais appeler à ce moment-là des portes ouvertes. Quand il y a la fête aux puces, comme il y a eu la semaine dernière, les gens peuvent rentrer dans nos stands, boutiques, magasins, sans y avoir été invités. Je dis toujours aux gens, alors venez à cette soirée sans avoir bu ni mangé. Ils éclatent de rire. Mais c'est vrai, tout le monde fait un petit cocktail, pratiquement. Bon, c'est moins sympa et moins festif qu'avant. Mais je suis pas sûre. Moi, je suis pas sûre parce qu'à chaque fois que je vois les gens après, ils me disent « C'était génial, cette fête des puces !» Et ils se rappellent de la soirée, de l'expo, de ce qu'il y avait comme animation il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans en arrière. Donc, les gens, évidemment, sont un peu frileux, n'osent pas pousser la porte de nos magasins ou rentrer sur nos stands quand il y a pas de porte vitrée, parce que souvent, en plus, il y en a pas. Et ces soirées-là servent à ça. Au Carré, ici, c'est pareil. Quand il y a les soirées du Carré, il y en a plusieurs dans l'année avec différents thèmes. Ça permet aussi de les accueillir parce que les gens, quand il y a du monde, ils osent rentrer et ils osent aller boire un verre au bar. Alors on va me dire, oui, mais il y a plein de piques-assiettes. Écoute, si tu n'as pas les moyens de payer un coup à quelqu'un que tu connais pas, faut changer de métier, faut rester chez soi et reste avec le Covid et aie peur de tout le monde et mets un masque. Moi, j'aime partager, j'aime rencontrer des gens, j'aime leur offrir un verre. Ils n'achèteront jamais. Et alors, peu importe. Je leur ai parlé de ma passion, je leur ai parlé de notre spécialité et ils reviendront se faire plaisir. Puis peut-être qu'un jour, ils achèteront quelque chose. Et puis peut-être qu'un jour, ils seront collectionneurs. Et peut-être que cette personne-là que vous avez reçue tout à fait simplement, c'est quelqu'un de très important. Elle vous fera un article dans la presse ou qu'elle viendra vous interviewer un jour. Voilà, peut-être qu'Hortense, elle a été bien accueillie un jour. Je la connaissais pas, elle a trouvé ça sympa. Elle s'est dit, tiens, cela, je vais y retourner. Alors, comment on se spécialise dans votre parcours? Vous m'avez pas dit à quel moment vous êtes dit, ou à quel moment est née peut-être une passion? En quoi cette période vous plaît? Ou en quoi ce type d'objet, je sais même pas comment on dit. Pourquoi les céramiques et le rotin? On n'a pas encore parlé du rotin. C'est vrai que c'est un parcours professionnel, des choix, des rencontres.
Alors, il est vrai que depuis le départ, j'ai toujours été attirée par la céramique. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé ce métier, je m'intéressais à la porcelaine classique, 18e, 19e, porcelaine de Meissen, porcelaine de Paris, etc., etc. Et puis, j'ai eu la chance de participer à une foire aux États-Unis. Enfin, il y en avait 3, elles ont toujours lieu d'ailleurs au mois de janvier. Et je suis partie accompagner des confrères anglais qui allaient faire, parce qu'on faisait les Beach, on faisait Coconut, on faisait le Radisson. Donc je suis partie avec eux il y a quelques années. C'était drôle parce qu'en fait, je pense que je n'y serais jamais allée si cette année-là, ma meilleure amie de l'époque avait décidé de changer de vie et de partir s'installer à Miami et elle se mariait. Donc, évidemment, le mariage de ma copine plus les foires, j'ai dit, allez, hop, on emmène plein de choses. Donc, j'ai rempli les cartons, on est parti avec donc mes confrères. Les caisses sont arrivées là-bas, on s'est installé sur la foire. Et là, en effet, j'ai tout vendu. Bon, j'avais pas non plus énormément de choses, mais en fait, j'ai vendu tout de suite. Alors, ce qui a été drôle, c'est que je m'en rappelle encore aujourd'hui, j'ai vendu à des gens que je connaissais. J'ai vendu à des marchands qui venaient aux puces, puisque j'étais déjà aux puces. Donc ça a été très marrant, parce que c'était international. Et eux, ils étaient mais morts de rire de voir la petite Parisienne qui était en train de déballer à Miami. Franchement, donc voilà, j'ai eu cette chance de faire ce voyage. Et lors de ce voyage, j'ai rencontré des gens qui sont des marchands américains, que je continue à fréquenter aujourd'hui, avec lesquels, évidemment, des liens d'amitié se sont évidemment créés, et puis ça s'est évidemment renforcé. Et eux m'ont dit « Ah, mais puisque tu fais de la porcelaine, comme ça, nous, on cherche ça et ça. » Et c'était la fameuse Majolica, les Palissyware. Et moi, je ne connaissais absolument rien là-dedans. Je ne comprenais pas ces coques plein de couleurs, ces serpents sur des feuilles, les citrons sur des assiettes en relief. Et quand je suis rentrée... Donc, évidemment, j'ai regardé ce qu'ils avaient. Et quand je suis rentrée en France, évidemment, l'œil est comme un... L'œil est un élastique, il se tend, il se détend, etc., etc. C'est un muscle qui se travaille, qui se forme et qui se transforme. Donc, j'ai commencé à regarder comme ça, dans mon univers et donc dans mon horizon de Chine. Et évidemment, est apparu un coq, un cochon, un lapin, des citrons, des lézards. Et j'en ai acheté. Et puis, évidemment, l'année d'après... J'ai dit à mes collègues anglais, hop, je repars, je fais le voyage. Ma copine était toujours à Miami. Donc, je suis retournée chez elle, chez ses beaux-parents, qui étaient... Voilà, moi, j'étais un peu en vacances quand même. Et de nouveau, donc, nous avons rencontré ces marchands américains que je n'avais pas vus pendant 1 an. Et là, j'étais toute fière de moi, parce qu'en plus de mes porcelaines de Meissen, etc., eh bien, en effet, nous avons donc sympathisé dans une nouvelle collaboration de travail. Et là, donc, est venu un nouvel arc, ou peut-être plutôt de nouvelles cordes à mon arc. Parce qu'en fait, l'arc, il est resté sur la céramique, dans un premier temps. Le bambou et le rotin sont arrivés après. Mais à cet arc de la céramique, on a rajouté la barbotine, les Palissyware, le Massier, le Minton, Thomas Sergent, Abisso. Et quand vous êtes antiquaire, évidemment, vous êtes un chercheur d'art, un chercheur de trésors, un fouineur. Vous avez besoin de comprendre, de savoir et de faire des recherches. Et donc, évidemment, cette deuxième année après cette seconde foire m'a affiné l'œil, a affiné l'esprit, et je suis rentrée dans cette ère de la barbotine, de la Majolica, qui était, je trouve, mal... travaillé, mal étudié. On était très peu à en faire à l'époque en France. Donc, je me suis lancée dans cette nouvelle aventure et j'ai rencontré une période qui m'a totalement bouleversée à partir de 1850, quand les expositions universelles sont arrivées. Donc moi, c'est vrai que ça m'a permis de partir sur des nouvelles routes, des nouvelles voies. Et puis, donc, j'ai découvert le Winter Garden, le jardin d'hiver, toute cette époque où on vivait dehors-dedans, cette explosion de couleurs, de fleurs, de formes.
Et c'est vrai que j'en ai fait ma spécialité. Quand on pense jardin d'hiver, automatiquement, ça fonctionne avec le rotin, les chaises longues, un état d'esprit, et ça ne m'a jamais quittée. Donc voilà comment je me suis spécialisée, comment mon mari m'a rejoint dans cette spécialité. Et oui, je pense qu'on peut dire que nous avons œuvré à faire découvrir, redécouvrir, oui, mais à découvrir cette matière, cet esprit. Et on dit de nous qu'on sait recevoir. Et ce verbe de recevoir, c'est pas recevoir simplement à table. C'est recevoir les gens, c'est recevoir pour leur expliquer et les faire rentrer dans notre monde, qui est souvent, je le dis, le monde d'Alice au Pays des Merveilles, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de chance de vivre dans un univers qui est joli, qui est plein de couleurs, qui est plein de formes. Voilà. C'est un peu exubérant aussi, d'une certaine... Comment vous décririez votre univers ? Oui, exubérant, fantastique, farfelu, incongru, drôle, exotique, passionnant. Et le rotin, racontez-nous le rotin, parce que souvent, nous, le grand public, le rotin, on va penser aux années 50, 60, très récent, alors que vous, c'est du rotin qui est plus ancien ? Ah oui, nous sommes spécialisés uniquement en rotin 19e. Donc ça a été une évidence quand on est tombé, enfin quand je suis tombée, après mon mari m'a rejoint dans cette spécialité, dans cette période, mais quand je suis rentrée dans cette découverte de la Majolica, donc des barbotines, en fait c'est totalement collé au rotin. Quand vous regardez les jardins d'hiver, c'est rempli de ces potiches exubérantes, de ces formes plus folles que les autres, avec plein de fleurs, plein de couleurs. En fait, le rotin et le bambou fonctionnent vraiment avec ces barbotines. C'est vraiment la même époque. Donc, en fait, c'est un tout. Et puis, cette époque, c'est uniquement 1850-1900. Nous sommes vraiment spécialisés dans du rotin qui ne se refait pas. On ne refabrique pas, on ne peut pas, on n'a pas les couleurs, on n'a pas les métiers, on n'a pas la matière. Enfin, on a la matière, mais elle ne se travaille plus du tout, comme à l'époque. Donc, on ne peut pas être copié. On essaye les gens essayent de faire un peu comme nous. Tant mieux. Si on nous copie, c'est que on est bien, on a bon goût. Du moins, on a le goût de gens qui aiment les mêmes choses que nous. Le rotin, on s'est spécialisé là-dedans parce que c'était collé à nos céramiques. Et puis, comment vous dire ? Quand des gens rentrent dans notre magasin, s'il n'y avait que des céramiques, où pourrait-il s'asseoir ? Vous me direz, il y a en effet des tabourets en céramique. Ça, on en a toujours. Moi, j'adore ça parce que c'est très convivial, ça se bouge facilement. Mais ça permet de créer des atmosphères de maison complètes. En fait, le rotin, normalement, évidemment, ça va dans les jardins d'hiver. Mais aujourd'hui, on l'intègre dans une salle à manger, dans une chambre. On arrive vraiment à l'intégrer dans une maison parce qu'en fait, ça ne va pas dehors. Si vous voulez le mettre dehors, oui, il n'y a pas de souci, mais comme j'explique à mes clients, alors vous vous transformez en plagiste, parce que vous ne pouvez pas laisser votre rotin tout le temps dehors. Il pleut, il faut le rentrer. C'était fait pour des jardins d'hiver, pour des terrasses, pour quelque chose d'abrité. Donc c'est vraiment une particularité d'utilisation. Après, vous avez du rotin moderne qu'on peut mettre dehors, comme le rotin de chez Gatti, de chez Philippe Model, de chez Drucker, et heureusement qu'ils sont là, que ces grandes maisons existent toujours et fabriquent toujours, mais c'est du rotin qui est traité, s'il y a du loum, il y a du plastifié, etc. Et plastique, c'est pas moche, mais ça va dehors. Mais le rotin ancien, non, c'était pas fait pour aller dehors. Et quel regard vous avez sur cette tendance du rotin qui est très forte aujourd'hui ? Tant mieux, c'est merveilleux. Parce que le rotin 20e, comme on voit un petit peu partout, ça apaise, c'est une fibre naturelle, donc ça veut dire que plus les gens regardent ce rotin, même s'il est moderne ou contemporain, alors ils vont mieux comprendre le rotin ancien. Ils ne vont plus dire « Oh, c'est quoi ce machin ? C'est un peu chichi. » Non, c'est pas... Il y a le côté un peu naphtaline est peut-être parti grâce à l'arrivée de tout ce rotin moderne, contemporain et voire neuf. Mais c'est bien. On a l'impression d'être un peu chez vous dans cette galerie. Est-ce que ça ressemble à ça chez vous ? Ah ben oui, évidemment. C'est ce type de décor ?
C'est ce type de décor, très mélangé. On a aussi du contemporain. On aime les artistes contemporains. Donc, on a des choses plus modernes. On a aussi des pièces 18e. On a aussi des pièces 70. Et puis, j'ai la chance d'avoir un mari qui est un créateur d'ambiance. Et il a l'art et la manière, ce que moi je n'ai pas du tout. C'est pour ça que je pense qu'on est en effet très complémentaires. Il a l'art et la manière de mixer, d'associer des styles. Alors aujourd'hui, c'est facile parce que les gens ont pris conscience et donc c'est monté au cerveau et on arrive à mixer le mix and match. Avant, il y a 20 ans en arrière, il y a 30 ans en arrière, c'était plus difficile à faire. Il y avait peut-être qu'un groupe un peu d'esthètes qui arrivait à mixer les choses. Aujourd'hui, c'est vraiment plus dans l'air du temps. Les gens le font plus facilement. Et c'est vrai que Denis, il a cette magie d'organiser, de mixer les choses. Donc à la maison, on n'est pas uniquement comme dans la galerie, on a beaucoup de céramique, on a un petit peu de rotin, on a du bambou, mais on a d'autres pièces également. Vous êtes là la semaine et au Puce le week-end ? Oui. Donc quand est-ce que vous déconnectez ? J'ai un métier qui est peut-être pas un métier, c'est-à-dire on s'ennuie pas. Alors c'est fatigant. C'est fatigant si on est 7 jours sur 7 parce que en ce moment, c'est sûr que les rentrées septembre-octobre sont chargées, parce que nous le souhaitons, d'expositions. On a fait, je crois, 4 expos depuis le mois de septembre. Mais je ne suis pas toute seule. J'ai d'abord une équipe. Comme je vous ai dit, j'ai des assistants, j'ai des employés et puis j'ai des stagiaires parce que moi, j'aime transmettre, tout comme Denis. Donc, on prend des jeunes gens qui sont dans des écoles d'art, qui sont dans des écoles aussi de ces nouveaux métiers du marketing, du community manager. Donc, du coup, quand vous n'êtes pas seul et que vous êtes plus fort, vous êtes plus fort parce que vous êtes à plusieurs. Donc, chacun met sa petite touche. Et quand on décide de faire 4 expos en 2 mois, c'est dingue. Je dois vous avouer que je me dis... Ouf, là on arrête parce que on a donné plein de bonheur. Nous on en a eu beaucoup. Mais on a fait la fête des puces. Ensuite on a organisé un déjeuner très rigolo avec des décorateurs, avec des clients. On avait 22 personnes dans notre boutique. C'était dingue. Tout seul on n'aurait pas pu le faire. On avait besoin de quelqu'un, pour nous aider, choisir les plats, choisir quelle vaisselle on allait choisir dans nos dépôts, comment on allait l'organiser, faire les bouquets de fleurs. Tout ça c'est donc 7 jours sur 7, oui, mais c'est de temps en temps. C'est pas toute l'année. Donc, je suis en effet samedi, dimanche au Puce parce que j'adore ça. Je prends quand même quelques week-ends de temps en temps. Je prends les vacances, souvent aussi les vacances scolaires. Et à la boutique, en général, j'y suis l'après-midi. Parce que le matin, je travaille un petit peu à la maison, je réfléchis sur ce qu'on va faire. Bon, après, j'ai aussi ma vie de famille, donc... En étant antiquaire, vous avez des clients depuis le début de votre aventure, mais là, c'est particulièrement dans l'air du temps que de chiner. Est-ce que vous avez remarqué ces dernières années un changement ou pas forcément ? Et comment vous l'expliquez ? Alors, je ne peux pas vous dire que je l'ai remarqué. Moi, j'ai toujours chiné et les gens qui viennent chez nous... Je ne sais pas s'ils aiment chiner, je ne sais pas s'ils vont aller chiner tous les week-ends, s'ils vont aller chiner plus qu'avant. Je ne sais pas si c'est plus dans l'air du temps. Ça, je ne saurais pas trop vous répondre. Les gens achètent plus de la seconde main quand même. Alors, moi, ce que je vends, ce n'est pas de la seconde main. C'est les antiquités, ça n'a un peu rien à voir. La seconde main, pour moi, si vous avez un vêtement vintage, ça, c'est de la seconde main. Ce que nous vendons, nous, dans nos galeries, dans nos boutiques, dans nos magasins, c'est des antiquités. Ça n'a jamais été considéré comme de la seconde main. Non pas que la seconde main, pour moi, est quelque chose de dégradant. C'est juste que je pense que ce terme n'est pas du tout adapté à l'antiquité. Mais la seconde main, pour moi, c'est adapté plutôt, mais c'est quelque chose de personnel, plutôt à... vous allez, je ne sais pas, chez Monoprix, chez Ikea, chez Rocher-Beaubois, dans des magasins qui vendent du mobilier neuf. Et la seconde main, c'est quand vous allez le racheter après à quelqu'un ou vous allez aller au déstock. Mais la seconde main, pour moi, ne peut pas être un terme appliqué aux antiquités. Puisque, en fait, dans les objets que vous voyez chez nous, on est en 2022, ces objets-là datent de 1850. Vous imaginez le nombre de mains
que ça a fait. À partir du moment où vous avez ce nombre de mains, on passe au terme d'antiquité. Ok. Vous travaillez aussi avec beaucoup de décorateurs du ciné, de la mode, etc. Vous créez des décors pour d'autres ? Alors, nous travaillons avec des décorateurs, les gens du cinéma, les gens du théâtre, oui. Là, on entre dans leur univers et on leur vend des choses spécifiques par rapport à leurs souhaits et à leurs besoins. Ensuite, on crée des décors, oui, mais pas pour eux. On crée des décors pour des clients. Ça, c'est la partie de mon mari qui va leur proposer des choses que nous avons, mais leur proposer des couleurs pour les murs, des tissus, des papiers peints, etc., etc. Pour les décorateurs, oui, on a la chance, évidemment, d'être connus. Donc, ils viennent chez nous sur des produits, sur des projets, précis, sur lesquels ils vont intégrer peut-être nos produits. Pour le cinéma et le théâtre, oui. Alors ça, c'est des moments extraordinaires parce que grâce à ces décorateurs du cinéma, j'ai changé totalement la manière d'aller regarder un film. Parce que quand vous imaginez, je vais prendre l'exemple de celui qui a été important pour nous au niveau du nombre de choses que nous avions louées, c'était Coco avant Chanel. Et en fait, le château, une partie du film est tournée dans ce château, et il faut savoir qu'il n'y avait rien. Et quand je suis allée voir le film et que j'ai imaginé que la moindre tasse, la moindre petite cuillère à café, qu'elle soit en argent ou en métal argenté, la moindre commode, le moindre ustensile de cuisine dans cette cuisine n'existait pas, je dis chapeau, messieurs, dames, les décorateurs et ensembliers du 7e art, car vous offrez une magie extraordinaire aux gens et ils ne le savent pas. Ça m'a fait rentrer vraiment dans un monde vraiment d'Alice au pays des merveilles. Des gens qui chinent, fouinent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils sont tout le temps, l'œil en éveil comme nous. Sauf que nous, quand on décore nos boutiques, on le fait avec parcimonie. Alors, vous allez éclater de rire, parce que quand vous voyez la boutique, vous dites « Ah, c'est pas en parcimonie, elle raconte n'importe quoi, il y en a partout. » Non, il n'y en a pas partout. C'est choisi, les pièces sont là, parce qu'elles doivent être là, et ça, c'est Denis qui a choisi. Dans un film, on a besoin, mais d'une montagne de trucs. Du torchon à la vaisselle, aux vêtements, aux chaussures, au bazar dans une chambre. Parce que une chambre, c'est en bazar, donc il y en a partout. Non, mais ça, c'est incroyable. Le cinéma, s'il vous plaît, ceux qui m'écoutez, la prochaine fois que vous allez au cinéma, alors surtout pour des films peut-être 19e, mais le 70, c'est pareil, les décors d'aujourd'hui sont pareils. Ils sont totalement inventés. C'est-à-dire, c'est pas des endroits où vous rentrez, où on rentre dedans, où le décorateur va... Hop, on va chez Madame Dupont. Eh ben non, Madame Dupont, elle n'existe pas. Son château existe, sa maison existe, son appartement, il existe. Ou il a été vidé entièrement pour les besoins du film, du réalisateur qui voulait tel et tel décor. Ou alors, il a été vidé parce que c'est un château, c'est une maison qui est vide. Et il y a les petites mains de ces gens qui sont les décorateurs du cinéma, les ensembliers. Ça, c'est fantastique. Ce sont des magiciens. Pour moi. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, au quotidien ? Les couleurs, les senteurs, les rencontres, la découverte. Je sais pas, ce qui m'inspire au quotidien, tout. Une façade d'immeuble, des oiseaux dans un jardin, des gens qui sont à une terrasse de café. Tout m'inspire. Si vous deviez faire un dîner avec 6 personnes... Connus, pas connus, vivants ou pas, qui seraient vos invités ? Mon mari. Sympa. Que 6 ouais, c'est pas beaucoup. Donc mon mari, après, j'en ai plus que 4. Alors, j'inviterais un artiste qui fasse, je sais pas, de la céramique ou du verre. Je ne citerai donc pas de nom. Peut-être un peintre aussi. Un décorateur de cinéma, un architecte, mais ceux qui créent les bâtiments. Ça me fascine. Voilà, un architecte DPLG. Je suis à combien là ? Un artiste, un architecte, mon mari et moi. Bon, un décorateur. Ça fait 5. J'en ai encore un. Ouais. Soit un écrivain, soit un homme politique s'il est drôle, ou elle, ça peut être homme ou femme. Si je peux, mon fils.
Si j'ai le droit à 7. Et à quoi ressemblerait votre table ? Alors, nos tables sont toujours très chargées, très étudiées. On mixe beaucoup les choses. Donc, une jolie nappe avec un joli tissu. Mais ça peut être un tissu acheté au marché Saint-Pierre, hein. Pas spécialement une nappe brodée. Ça peut être une nappe brodée, mais je peux avoir un tissu acheté au marché Saint-Pierre ou un châle ou un cachemire que j'ai dans les placards. Ça peut être le tissu peut être de plusieurs couleurs, de plusieurs matières. Une jolie vaisselle, mais ça peut être une vaisselle 18e, ça peut être un mix and match d'assiettes en céramique, en terre de fer ou en barbotine. Toujours indispensable, les porte-couteaux. Je crois que je n'ai jamais fait de dîner sans porte-couteaux. D'abord, après, ça tâche, c'est agaçant. Et puis d'abord, c'est joli. Et les porte-couteaux, vous avez de la céramique, du verre, du métal argenté, de l'argent. Porte-couteaux, toujours des carafes, tellement jolies. Même de l'eau. Je ne supporte pas de servir une bouteille d'eau, même en verre, sur la table. Je trouve ça très, très, très vilain. Des bougies individuelles. Quelques plantes, ça peut être des fleurs ramassées dans le jardin, ça peut être l'hiver quand vous faites vos tables d'automne, vous allez ramener des feuillages, des coques, des branchages et des petites, j'aime bien les coupelles pour mettre le pain, je trouve ça toujours joli. Et je mets toujours des choses qui me passent sous la main à la maison. Alors ça va être une sculpture, ça peut être un bougeoir. Il peut y avoir un petit cadeau dans l'assiette, ça j'aime bien, les petites attentions. Super. Eh bien, merci beaucoup, Laurence. Merci Hortense. Merci. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.